Bastogne, le 21 décembre. J'ai dormi dans la cave. Bastogne a été littéralement pilonnée. Quand, ce matin, je suis sortie, la rue n'était que ruine fumante sous un ciel bas. Et ce froid humide qui nous glace les os. Je vois des soldats sortant en courant des maisons détruites, des vivres sous les bras. Je ne peux les blâmer. Je me retrouve donc pour mon 2e jour dans l'hôpital improvisé. L'infirmier noir a travaillé toute la nuit. Je lui fais comprendre par geste qu'il doit se reposer et que je prends le relais. D'un sourire un peu triste et d'un geste de la main, il me remercie. Le médecin, cerné de fatigue, me demande de changer certaines compresses et m'apprend que l'expédition a pu ramener des médicaments. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Certains blessés de la veille ont hélas disparu. Ils ont été remplacés. Je m'emploie à tenter de calmer les douleurs, à éponger un front, à prodiguer une petite tape sur une épaule, à sourire. Tous ces gestes qui, en temps normal, seraient insignifiants, prennent aujourd'hui une importance énorme. Le drapeau marqué de la Croix-Rouge sur le bâtiment indique à une mère portant son enfant blessé dans les bras qu'elle peut s'adresser à nous pour demander du secours. Le petit garçon de 3 ans est maculé de sang. Délicatement, je frotte les plaies. J'appelle le médecin. Malgré une fatigue extrême, il trouve encore la force de prendre l'enfant et de lui chuchoter des mots qui semblent rassurer le marmot. Il lui pose une attelle à la jambe et désinfecte les plaies. La maman, exténuée, me dit ne pas savoir où aller, sa maison est détruite. Je lui donne mes clés en lui expliquant où j'habite. Le travail reprend. Le médecin est désolé, il ne peut pas opérer, il voit tous ces jeunes gens partir, faute de soins. De colère, il frappe du pied dans un seau en poussant un hurlement. Le soir, en longeant les murs, en m'abritant des bombes, je rentre chez moi. Assise dans la cuisine, dans l'obscurité, la maman immobile berce son petit garçon en chantonnant, tout doucement. Je me demande si ce cauchemar finira un jour. Alors que le village d'Asnois est occupé par les Allemands, la 84e division d'infanterie américaine basée à Aix-la-Chapelle est appelée entre Marche et Othon pour empêcher toute percée des blindés allemands vers la Meuse. La 7e division blindée est contrainte d'abandonner Saint-Vite. À Bastogne, l'armée allemande poursuit son encerclement de la ville. Du côté de Othon, la 3e division blindée, commandée par le général Rose, assure la défense de la ligne Othon-Manet. Le 20 décembre, la task force du lieutenant-colonel Hogan, forte de 400 hommes, est envoyée du côté de Houffalise. Le 20 décembre, n'est-ce pas, arrive une unité très importante du côté de Barvaux, qui vient de Barvaux et qui tourne sur Soie, donc qui remonte la rue Haute à Othon. Il y a certainement une centaine de véhicules, si pas plus, donc il s'agissait de ce qu'on appelait une task force, donc une force de combat. Et alors, bon, tout le monde est un peu rassuré de voir ces énormes véhicules qui remontent la route de Soie. Tout le monde pense un petit peu qu'on est sauvé de l'attaque des Allemands. Alors que le colonel Hogan est en route pour rencontrer le colonel Yeomans, il est surpris par un barrage routier mis en place par des Allemands déguisés en Américains. La petite troupe fuit à travers bois et le colonel Hogan finit par atterrir dans le village de Marcouret. Nous déjeunions le matin. Alors on avait arrivé 3 soldats qui arrivaient par les bois. Et ils sont venus frapper, et ouvrir, ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient passé la nuit dans les bois, en nous disant que les Allemands avaient pris leur jeep dans les bois entre La Roche et Samry. Alors on les a fait entrer, ils ont mangé, ils se sont chauffés, mais ils parlaient bien français. Et ils se sont chauffés. Alors après, une heure ou deux après, on entendait un terrible bruit, c'était ces soldats, lui donc, qui venaient par la route de Bœuf. Alors ils se sont retrouvés. Encerclée à Marcouret et pratiquement à court d'essence, la colonne Hogan est dans l'incapacité de briser l'encerclement. Le lieutenant-colonel installe un poste de commandement dans la maison de Léa de Sutter. Les Américains tentent de dégager les assiégés et de parachuter des munitions et de l'essence, mais ces tentatives s'avèrent infructueuses. Au soir de Noël, le colonel Hogan reçoit pour ordre de détruire ses véhicules et de rejoindre les lignes américaines à travers bois en pleine nuit. D'habitude, on avait très les vaches travailler, et puis à la vesprit, on a vu, je vous dis qu'ils se noircissaient la figure.
et cassé leurs jumelles. Et un beau petit jeune soldat m'avait demandé si je ne voulais pas mettre une photo d'une jeune fille dans un encadrement en cuir pour la garder, pour ne pas la prendre avec lui. Il ne pouvait rien prendre sûrement. Alors je dis oui, je l'avais mis dans du linge, elle l'a brûlé quelques heures après la photo. Et ils partaient 2 à 2 par le petit chemin qui descend ici. Ils allaient rejoindre Werper, on dit. Après une marche forcée de 14 heures, la troupe finit par atteindre Soie. Ce 21 décembre, les Allemands entrent dans Othon. Des blindés allemands ont atteint la limite est du village et s'apprêtent donc à attaquer Othon. Alors à ce moment-là, donc commence, si on veut, la bataille de Othon, qui va durer toute la journée. Des civils sont réfugiés dans les caves du docteur du château. Il y avait, comme on appelait dans le temps, des calbots. C'est-à-dire que, étant donné qu'on était près de la rivière, on soulevait toujours dans les caves, dans ce moment-ci, on soulevait toujours les pommes de terre, hein, et ça s'appelait des calbots en wallon, mais on peut en voir. Et alors là, on a fait comme des lits. C'était affreux. C'était un tir sans arrêt, nuit et jour. Et alors, chaque fois qu'on tirait, et les tanks tout autour de la maison, là, hein, nous étions encerclés vraiment par les tanks qui tournaient là, dans les jardins. Chaque fois qu'on tirait, nos cheveux étaient pleins de plâtras, de la déflagration donc du bâtiment. Des obus qui ont traversé le toit, qui ont tombé sur les poils, des autres qui ont percé le mur. Parce que je ne faisais que tirer. Hein. Il y avait plusieurs tanks et tout ça qui ont explosé ici. Hein. Il y avait 2 tanks qui montaient sur l'autre même. Un Américain et un Allemand. On entendait les Canadiens parler. Et alors, à un moment donné, il y en a un qui a dit, quand même, nous allons donner toute notre énergie. Nous allons donner toute notre énergie pour faire croire que nous sommes nombreux. Ça, je me souviens très bien qu'il a dit. Nous allons donner tout ce qui nous reste à donner, faire croire, donc, si vous voulez, faire croire que nous sommes nombreux. Et alors, ils ont tiré, je dirais bien, tout ce qu'ils pouvaient. Les Allemands débarquent dans la maison du docteur du château et demandent au docteur de soigner les blessés. J'étais assise, donc comme si vous vouliez, comme ça, avec les jambes pendantes, et on m'a amené un Allemand avec la tête donc, sur mes genoux, et son corps qui pendait donc dans le vide. Et alors, il avait un trou. Toute sa cuisse ici était ouverte, il avait un trou. Enfin, vous direz, il est entré une casserole dans l'excavation, tellement c'était... Et le sang coulait comme ça dans la cave. Et alors, qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Parce que je le regardais, mais j'avais sa figure vraiment sur mes genoux, il ne pouvait pas avoir 20 ans. Tout jeune. Et alors, j'ai appris qu'il était mort, on l'avait laissé là, dans la cour, donc, mais ils sont transportés. Après la tentative échouée du 21, le 22, les Allemands font une nouvelle tentative pour prendre le pont de Othon. Les Allemands remettent leur attaque, mais avec des effectifs plus importants. Notamment, il y avait 7 ou 8 chars, Mark 4 et Mark 5, qui attaquaient pour prendre le pont. Mais seulement, de la direction de Marchand-Famenne est arrivé un peloton de chars destroyers, qui était commandé par le lieutenant Charles K. Bryson. Et ce monsieur-là, ce lieutenant-là, a sauvé littéralement Othon. Il s'est installé avec ses chars sur les falaises qui bordent la rivière gauche de l'Ourthe, de la rivière Ourthe, et il a vu l'attaque allemande exactement comme dans la paume de sa main. Et l'un après l'autre, il a détruit au moins 5 gros blindés allemands. Il a détruit également
le Lead Station qui se trouvait près de la commanderie actuelle, et ainsi qu'un autre blindé plus léger qui se trouvait devant l'infirmerie des Allemands. Dans la ferme où nous nous trouvions dans la rue Émile Parfonré, les Américains installent des mortiers dans la cour ainsi que dans le verger et font évacuer tous les civils qui ne sont pas les propriétaires de la ferme. Et alors en pleine nuit, donc, on nous oblige à dégager là, et c'est un petit peu à cet endroit que la plupart des familles éclatent. Donc personnellement, ma mère et ma sœur vont dans une direction, mon père dans une autre direction, moi dans une autre direction. C'était un petit peu la pagaille, quoi. Une fois les combats terminés, c'est la découverte d'un paysage d'apocalypse. Les arbres étaient arrachés, les haies étaient arrachées, il ne restait plus que... C'était un champ de bataille. C'est bien simple. C'était un champ de bataille, la terre avait été retournée sur 1,50 m par les chenilles et tout. Et il a fallu redresser et arracher et recommencer après. Quand les Anglais, on a su que les Anglais allaient mener une contre-attaque, nous sommes revenus à Hoton. Et des hauteurs de Hoton, donc sur les tiers, on voyait encore les blindés allemands qui brûlaient sur le dessus de Hoton, à l'est de Hoton, quoi. Ça fait encore triste parce qu'on pense aux parents qui avaient tout perdu. Je ne sais pas l'oublier. Je ne sais pas l'oublier et je me dis comment est-il possible qu'on soit sorti d'une chose comme ça, d'une bataille comme ça. Parce que je ne cache pas de vous dire que j'ai fait plusieurs fois mon acte de contrition. Et ma mère aussi, et mes parents aussi. Ma mère a dit, allez, dit-elle, vous pouvez prier, nous ne sortirons jamais d'ici. Et alors, on faisait son acte de contrition. Plusieurs fois.